Monsieur Jacques Andropoulos, vous êtes historien, directeur du département Histoire de l'Université de Toulouse-Le Mirail et spécialiste d'une époque de l'Antiquité. Est-ce que vous pouvez nous dire de laquelle? Je suis spécialiste du Maghreb antique et plus particulièrement, si on veut vraiment rentrer dans les détails, de la jonction entre la civilisation carthaginoise et la civilisation romaine. Alors, y a-t-il une spécificité à ce Maghreb antique? Oui, c'est un sujet vraiment très vaste, hein. Mais ce qui fait au fond la spécificité du Maghreb antique, c'est qu'on y retrouve tous les éléments civilisationnels méditerranéens. C'est-à-dire que vous avez un substrat berbère, c'est-à-dire un substrat de population venu très très anciennement, entre 9000 et 6000 avant Jésus-Christ du Proche-Orient. Sur ce substrat berbère sont venus se greffer plusieurs strates civilisationnelles ultérieures. La plus ancienne, c'est celle que l'on appelle la civilisation punique, c'est-à-dire une civilisation d'origine phénicienne, donc Syrie-Liban actuelle, qui arrive en Afrique du Nord aux alentours de 1100-1000 avant Jésus-Christ, et dont un rameau va se développer en Afrique du Nord, et ce rameau s'appelle la civilisation punique ou carthaginoise. Par la suite, donc, à partir de 146 avant Jésus-Christ, et sur un intervalle de 2 siècles, les Romains progressivement s'installent, et donc installent la civilisation romaine jusqu'à l'arrivée des Vandales en 430 après Jésus. Alors, ces Phéniciens qui s'installent, c'est pour faire du commerce? Bon, traditionnellement, on a une image de commerçant qui colle un petit peu à la peau des Phéniciens. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons qui ont poussé les Phéniciens à venir, entre autres, en Afrique du Nord. Ils étaient par ailleurs déjà arrivés antérieurement, semble-t-il, en Espagne. Mais effectivement, on les perçoit à travers essentiellement le commerce. Et on a un petit peu l'impression qu'ils ont cherché, d'une part, à contrôler les points les plus intéressants du point de vue des matières premières, c'est-à-dire l'or, l'argent du détroit de Gibraltar, et aussi les possibilités de pêche qu'on trouvait dans la région. Par la suite, ils semblent avoir contrôlé les points de passage maritimes entre les diverses régions de la Méditerranée, le détroit entre la Tunisie et la Sicile, par exemple. Et une fois contrôlés les points d'aboutissement ou les points de départ des matières premières, les principales voies de communication maritime, eh bien, ils vont meubler les espaces intermédiaires en s'installant sur les côtes, sur la côte de l'Afrique du Nord et sur la côte de l'Espagne. Alors, les Phéniciens cohabitent avec les Berbères. Comment se passe leur relation? Alors, on n'a pas tellement de sources sur la question, hein. Mais disons que la légende de fondation de Carthage, qui nous raconte comment la reine Didon est partie de Phénicie pour s'installer à Carthage, est très significative et elle nous montre des rapports extrêmement ambigus. C'est-à-dire, d'une part, une sorte de méfiance réciproque, hein, qui n'exclut pas la ruse dans les rapports, mais d'autre part une sorte de fascination, dans la mesure où le roi berbère local, après avoir laissé donc avec beaucoup de méfiance s'installer la reine Didon, finit par lui demander de l'épouser. Et c'est peut-être assez emblématique des rapports qui pouvaient exister, qui étaient à la fois des rapports de complémentarité économique, de complémentarité culturelle, de métissage au bout du compte, mais combien de temps a pris ce métissage, on ne sait pas, et en même temps de domination, dans la mesure où quand les Carthaginois l'ont pu, ils ont toujours dominé par la force. Mais en même temps, il y avait une sorte de fascination réciproque et le métissage a, somme toute, très bien marché. Après les Phéniciens, les Grecs s'installent aussi. Alors, il ne faut pas séparer les strates de manière aussi nette, hein. Disons que tout au long de cette présence phénicienne, vous avez par le biais du commerce, par le biais de la guerre, toutes sortes de populations qui viennent s'installer en Afrique du Nord. Vous avez des Grecs qui viennent en tant que militaires, vous avez des Grecs qui viennent en tant que commerçants, ils viennent de Sicile, ils viennent de Grèce même. Vous avez des Orientaux, également des Phéniciens de deuxième ou troisième génération qui viennent s'installer également. Ce qui fait qu'on a à Carthage même une ville extrêmement cosmopolite. Et ce cosmopolitisme met un certain temps à gagner l'intérieur des terres qui reste lui plus fondamentalement berbère. Mais une ville comme l'actuelle Constantine, l'ancienne Cirta, montre très bien à travers ses sanctuaires, hein, mais pour une époque assez tardive c'est vrai, mais montre bien la présence d'étrangers, grecs ou même italiens, qui finissaient parfois par montrer une certaine dévotion vis-à-vis de dieux berbéro-carthaginois. Ensuite, donc, peut-on parler de la colonisation romaine? Ensuite viennent les Romains, mais les Romains étaient déjà présents par le commerce, hein, auparavant. Et effectivement, il y a eu une lutte très très rude entre Rome et Carthage pour la maîtrise de la Méditerranée occidentale, ce qu'on appelle les guerres puniques, entre 264 et 146 avant Jésus-Christ. Et ces affrontements s'achèvent par la prise et la destruction brutale de Carthage par Rome. On ne sait pas d'ailleurs exactement pourquoi. Ça reste quelque chose de très discuté. Bref, au bout du compte, les Romains s'installent à la place de Carthage en Afrique du Nord et finissent progressivement, mais sur un espace de 2 siècles. C'est très long.
par dominer la Numidie, ce qu'on appelle la Numidie, c'est-à-dire la partie orientale de l'Algérie actuelle, puis ensuite la partie occidentale de l'Algérie et le Maroc, ce qu'on appellera la Maurétanie. Et donc on a au fond trois ensembles dans l'Afrique romaine, un ensemble qui correspondrait grosso modo à la Tunisie actuelle, qu'on appelait l'Afrique proconsulaire, qui était extrêmement romanisée, la région la plus romanisée des trois. On a une région intermédiaire qu'on appelle la Numidie et la Maurétanie césarienne, qui correspond à l'Algérie, où là vous avez une région côtière extrêmement romanisée, une avancée relative vers l'intérieur des terres, mais où assez rapidement le système de la cité qui était promu par les Romains se heurte au système tribal traditionnel berbère. Mais avec, évidemment, je présente les choses de manière un peu caricaturale, il y avait toutes sortes, là encore, il y avait toutes sortes de métissages, toutes sortes d'accommodements entre le système de la cité gréco-romain et le système tribal. Alors, vous parlez de système tribal et de système de la cité. Est-ce que les Romains innovent ? Les Romains se coulent finalement quand ils arrivent dans un système de la cité déjà très largement préparé par les Phéniciens et les Carthaginois. Disons que le système de la cité tel qui est à l'origine de notre propre conception de la cité est introduit par les Phéniciens qui connaissaient ce système-là. C'est fait que quand les Grecs à titre individuel ou les Romains à titre de dominateurs arrivent, ils n'ont au fond qu'à se couler, en ce qui concerne en tout cas les côtes, dans un système de la cité qui a été très largement préparé et diffusé par les Carthaginois. Eux n'ont fait qu'amplifier le mouvement vers l'intérieur des terres en répandant encore davantage ce système de la cité parmi des populations qui étaient antérieurement tribales. Alors tout à l'heure vous parliez de la présence grecque. Quelle est la différence entre la colonisation grecque et romaine ? Vous savez, il y a plusieurs types de domination grecque. Et on ne peut pas parler, enfin en tout cas en ce qui concerne l'Afrique du Nord, de domination grecque. Il n'y a jamais eu de domination grecque. Il y a eu une présence grecque. Une présence grecque, je dirais, culturelle et générale à travers une civilisation punique qui s'hellénise comme tout le bassin méditerranéen. Donc là, ce sont des Carthaginois qui sont porteurs de civilisation grecque. Et vous avez beaucoup d'individus, de Grecs qui à titre individuel, commerçants, militaires, etc., viennent s'installer. Vous n'avez jamais eu en Afrique du Nord de domination grecque. Alors que les Romains ? Alors, les Romains se sont installés, mais alors, là encore, on a toujours tendance à présenter l'Antiquité romaine comme une sorte de modèle antérieur à la présence coloniale française. Il y avait des différences absolument radicales. Et la première différence, c'est que la colonisation française a été faite par des Français et des Européens, alors que la colonisation romaine en Afrique du Nord a été très largement le fait d'Africains romanisés. L'apport de population romaine a été relativement faible. Et au fond, ceux qui tiennent la romanisation, qui la pilotent, qui la dominent, ce sont des Africains eux-mêmes. Avec un mouvement qui, quand il va jusqu'au bout de sa logique, fait qu'un Africain parfaitement romanisé peut devenir empereur de Rome, et c'est Septime Sévère. On n'aurait jamais imaginé un Français d'origine algérienne à l'époque coloniale ou un Sénégalais président de la République française. Les Romains l'ont accepté, c'est la grosse différence. Et cette domination romaine va durer combien de temps ? Là encore, c'est très difficile à dire. Qu'est-ce qu'on appelle les Romains ? Est-ce que c'est les Romains en tant que pouvoir politique extérieur, c'est-à-dire le pouvoir politique de Rome? Alors là, ça disparaît avec l'invasion vandale en 430. Bon. Si par Romain, on entend romanité, cette romanité va perdurer pendant toute l'époque vandale, c'est-à-dire 100 ans, jusqu'en 530, pendant toute l'époque byzantine, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Arabes. Et on a une romanité. Ce sont des Romains. Eux-mêmes se sentaient Romains et étaient appelés Romains par les autres. Alors, en Afrique du Nord, il y avait également des Hébreux. À quelle date peut-on situer l'arrivée des Hébreux et que peut-on dire donc sur la présence des Hébreux en Afrique du Nord ? Une grosse question, tout dépend si on pense à si on regarde l'aspect légendaire ou si on regarde les sources historiques réelles. Si on cherche l'aspect légendaire, on dit que la plus ancienne synagogue de Tunisie, qui se trouve à Djerba, aurait été construite avec une ou deux pierres venant du temple de Jérusalem. Bon, ça c'est l'aspect, je dirais, mythique, même si certains y croient, ce qui est tout à fait respectable, mais ils n'y croient pas en tant qu'historiens. En tant qu'historien, la présence juive serait plutôt liée aux diverses diasporas qui ont suivi les différentes prises de Jérusalem par les Romains. Donc à l'époque des Flaviens, ensuite à l'époque d'Adrien. Alors comment les Hébreux s'installent-ils en fait ? Quels sont leurs rapports avec les populations locales de l'époque ? On ne sait pas du tout comment ça se passe quand ils arrivent. Mais on perçoit l'existence, bien évidemment, de communautés juives, mais archéologiquement, on les perçoit assez mal. On les perçoit au IIe siècle à travers un cimetière qui se trouve dans la banlieue de Carthage. Mais pour vraiment les percevoir de manière plus nette, il faut attendre l'époque chrétienne, c'est-à-dire les années 200 après Jésus-Christ, parce qu'à ce moment-là, les chrétiens d'Afrique cherchent à se différencier et à marquer leur identité par rapport aux Juifs.
Et en même temps, cette façon de marquer leur identité fait que vous avez entre les communautés des phénomènes d'affrontement. Et surtout, le rapport à l'autorité romaine païenne est relativement différent. Les chrétiens, assez rapidement, adoptent vis-à-vis de ces autorités romaines une politique d'affrontement qui va amener les persécutions, ce que ne font pas les juifs. Et donc, à partir de ce moment-là, ce traitement différent va amener des frictions entre chrétiens et juifs, mais globalement, les juifs ont l'air parfaitement à l'aise dans cette société païenne. Alors, vous parliez des Vandales tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous situer qu'à l'époque? Comment s'installent-ils? D'où viennent-ils d'ailleurs? Alors, les Vandales arrivent en 430, enfin, c'est un mouvement un petit peu plus large. Donc, ce sont des populations qui viennent de la boucle de la Vistule, donc du nord de l'Europe, qui sont descendues par l'Espagne, passées par le détroit de Gibraltar, et c'est une branche des invasions germaniques de la fin de l'Antiquité, donc qui passe en Afrique du Nord et qui, depuis le détroit de Gibraltar, gagnent progressivement Carthage et finissent par chausser les bottes des Romains. Et ce qui est très intéressant, c'est que si l'on en croit ce qui est dit par les auteurs sur cette arrivée des Vandales, les Vandales auraient au fond expulsé, je caricature un petit peu, le clergé catholique parce que eux étaient chrétiens mais ariens. Ils expulsent également les grands propriétaires et puis s'installent dans les domaines, reprenant les institutions, reprenant les habitudes, reprenant quelquefois femmes et enfants et esclaves des anciens propriétaires. Donc vraiment, ils se coulent dans le modèle romain pendant 100 ans. Alors, on ne va pas oublier les Byzantins. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir l'histoire d'Afrique du Nord comme une succession d'invasions. On pourrait aussi, de manière plus optimiste, la voir comme une suite de greffes civilisationnelles qui finalement donnent une civilisation tout à fait spécifique. Très intéressante. Donc ces Byzantins voient leur installation en 533 comme une reconquête. Donc ces Byzantins, nous les appelons Byzantins, eux se percevaient comme Romains, successeurs des Romains. Et donc au fond, ce sont les Romains qui se réinstallent après 100 ans en Afrique du Nord. Ils vont s'y installer donc jusqu'à l'arrivée des Arabes. Et simplement, effectivement, ce sont des Romains de l'Empire d'Orient, c'est-à-dire des Romains hellénisés. Même si les byzantinologues considèrent qu'on est encore en plein Empire romain, qu'il faut attendre après l'arrivée des Arabes pour réellement avoir des Byzantins réellement grecs. Quels sont à cette époque-là les rapports entre l'Afrique du Nord et le monde occidental ? Les rapports commerciaux et les rapports culturels sont très importants. Si vous prenez saint Augustin qui meurt à la veille de l'arrivée des Vandales, saint Augustin est l'un des pères de la chrétienté occidentale. Bon, c'est un des phares de l'Occident chrétien. Et donc de ce point de vue-là, il a un rayonnement sur l'Occident qui est très important. Si on prend l'aspect commercial, l'Afrique produisait à cette époque-là une céramique qu'on appelle la céramique sigillée claire, qui est une très jolie céramique commune, très élégante. Et cette céramique sigillée, on la retrouve jusqu'en Grèce, on la retrouve, elle inonde la Méditerranée. Et l'Afrique fait figure de région exceptionnellement riche, exceptionnellement prospère dans l'ensemble du monde romain. L'Afrique vraiment est une perle. Et donc les rapports sont très importants. Il est évident qu'avec les Vandales, les choses vont se resserrer. C'est-à-dire que les Vandales, bien évidemment, établissent un pouvoir politique sur l'Afrique, donc coupé politiquement du reste de la Méditerranée. Ils font également des incursions, aussi bien en Italie, des incursions de pillage, aussi bien en Italie que sur les côtes du Péloponnèse en Grèce. Donc de ce point de vue-là, il y a une opposition. Il y a une opposition religieuse également. Les Vandales sont des ariens, donc considérés comme des hérétiques par les catholiques. Donc il y a toute une série de séparations qui se font et les contacts se rétablissent avec l'arrivée des Byzantins. Est-ce que l'Afrique du Nord avait à cette époque des relations avec le continent africain dans sa globalité ? Alors là, c'est un sujet qui est très difficile et très, très controversé. Dès l'époque carthaginoise, il y a eu des rapports, dans la mesure où on pense que les Carthaginois ont fait, par exemple, la circumnavigation de l'Afrique. Et on a un texte très, très connu d'Hérodote, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, qui nous raconte comment les Carthaginois allaient chercher de l'or sur les côtes d'Afrique noire. Donc les rapports sont attestés très anciennement. Ces liens ont été continus. Les Romains ont cherché à tenir en respect, quelquefois assez brutalement, les tribus sahariennes, et en particulier en Tripolitaine, avec plusieurs expéditions militaires, à l'époque des Flaviens, par exemple, le 1er siècle après Jésus-Christ, de manière à les tenir en respect, ce qui n'empêchait pas un commerce transsaharien entre la côte méditerranéenne et le Sahara, qui était organisé par ces intermédiaires qui étaient ces tribus que justement les Romains tenaient en respect. D'un côté, militairement, ils les tenaient à l'écart, d'un autre côté, ils les utilisaient d'une certaine manière comme intermédiaires commerciaux. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui de toute cette histoire, de toutes ces présences successives, de ces brassages, de ces mixités ? Alors là, c'est un problème absolument énorme que vous posez, dans la mesure où ça pose la question de la réutilisation dans les identités nationales maghrébines de l'Antiquité, ce qui est un sujet très complexe. Si on prend par exemple ne serait-ce que Carthage, l'image de Carthage est absolument constitutive de l'identité nationale tunisienne. Elle est constamment mise en avant. Si vous prenez l'Algérie, les Carthaginois sont considérés
bon, là encore je caricature, mais comme des envahisseurs, au même titre que les Romains. Et si vous prenez le Maroc, eh bien, l'historien Abdallah Laroui nous dit Carthage n'a jamais eu d'influence sur le Maroc, Carthage est toujours resté un navire à l'ancre du Maroc. Donc vous voyez, dans la perception que les divers maghrébins ont d'eux-mêmes, l'image de Carthage déjà est très différente. Il en va de même pour l'image de Rome.